Un homme riche a jeté un vieil homme sans défense dans la neige pendant une tempête, mais ce que les loups sauvages ont fait ensuite a stupéfié le monde entier. Une histoire d'arrogance transformée en humilité, où la nature enseigne la plus profonde leçon de compassion. Des secrets ancestraux révélés et une connexion inattendue entre l'homme et l'animal changeront à jamais votre vision de la rédemption. Préparez-vous à être ému. Laissez votre like et commentez d'où vous suivez cet incroyable voyage. Qu'est-ce qui rend un homme vraiment puissant? Serait-ce l'argent qu'il accumule dans ses coffres? Les entreprises qu'il bâtit de ses mains ambitieuses? Ou serait-ce quelque chose de plus profond, de plus essentiel à notre nature humaine? Quelque chose que beaucoup d'entre nous perdent dans la course effrénée au succès. Dans les montagnes glacées des Alpes françaises, où le vent hurle, comme une ancienne complainte, un entrepreneur en technologie est sur le point de découvrir la réponse à cette question de la manière la plus inattendue. La neige tombe sans pitié. Les flocons blancs, autrefois tant admirés pour leur beauté unique, se transforment maintenant en messagers de mort lorsqu'ils tombent en avalanche sur le paysage gelé. C'est dans ce décor que notre histoire commence, non pas avec douceur, mais avec un acte de cruauté qui changera à jamais le destin de tous les protagonistes. À l'intérieur d'un chalet luxueux, la chaleur de la cheminée contraste avec le froid dans les yeux d'Antoine Mercier. 38 ans, PDG de Mercier Tech, une entreprise technologique évaluée à des milliards d'euros. Son visage anguleux, marqué par des nuits blanches et des décisions implacables, est tordu de fureur alors qu'il confronte son voisin âgé, un homme de 75 ans nommé Gérard Dubois. « Vous ne comprenez pas comment le monde fonctionne aujourd'hui », vocifère Antoine, gesticulant avec un verre de whisky à la main. « Ces terres valent plus comme station de ski de luxe que comme sanctuaire pour des loups dont personne ne se soucie. » Gérard, dont les rides profondes semblent raconter 1000 hivers, garde une voix calme, bien que ses yeux bleus délavés par le temps révèlent une tristesse ancestrale. Je vous demande juste de reconsidérer. Ces meutes sont les dernières de la région. Une fois qu'elles disparaîtront. « Assez !» interrompt Antoine d'un cri qui semble faire trembler les murs du chalet. « J'en ai marre des vieux sentimentaux qui essaient d'empêcher le progrès. Cette station se fera avec ou sans votre approbation. » L'air entre eux devient dense, presque irrespirable. Gérard pose une main ridée sur la table en cèdre importé. Ces loups ont une connexion spéciale avec cette terre, avec les gens qui ont vécu ici pendant des générations. Les anciennes traditions montagnardes disent que des superstitions locales, c'est ça que vous utilisez contre un projet de centaines de millions? Antoine rit, mais c'est un rire vide, sans humour. Sortez de ma propriété, maintenant. S'il vous plaît, considérez juste ce qui se passe ensuite se déroule en quelques secondes. Mais pour Gérard, cela semble une éternité. Antoine s'avance, les yeux injectés non seulement de colère, mais de quelque chose de plus dangereux. La peur. Peur d'avoir tort. Peur qu'il existe quelque chose au-delà des feuilles de calcul et des profits qui gouvernent sa vie. D'un mouvement brusque, il attrape le manteau du vieil homme et le traîne jusqu'à la porte. Le vieil homme trébuche, tente de résister, mais n'a pas la force contre la fureur de l'entrepreneur. La porte s'ouvre violemment, et le vent glacial envahit la pièce comme un intrus affamé. Antoine pousse Gérard dehors, dans la tempête, impitoyable qui a transformé la nuit en un manteau blanc et implacable. Retournez dans votre misérable cabane et gardez vos soucis de loup pour ceux que ça intéresse, crie Antoine avant de claquer la porte. Les jambes fragiles de Gérard cèdent sous son poids. Il tombe dans la neige profonde. Le froid pénètre ses vêtements comme 1000 aiguilles, et l'obscurité autour de lui semble l'engloutir. Sa respiration forme de petits nuages dans l'air glacial tandis qu'il essaie, en vain, de se relever. La température doit avoisiner les 20 degrés au-dessous de zéro. Sans abri, Gérard le sait. Personne ne survit plus de quelques heures. À l'intérieur du chalet, Antoine se sert une autre dose de whisky. Ses mains tremblent légèrement. « Il va juste rentrer chez lui et arrêter de m'embêter », murmure-t-il, pour lui-même, essayant d'effacer l'image du vieil homme tombé dans la neige. Mais quelque chose en lui, une voix presque oubliée de conscience, murmure que Gérard est trop loin de sa propre cabane, que la tempête est trop sévère, que la nuit est trop sombre.
Antoine tente d'étouffer cette voix avec plus d'alcool, avec le son de la télévision, avec des emails de travail. Mais elle persiste, grandissant à chaque minute qui passe. Pendant ce temps, dans l'obscurité glacée de la forêt, Gérard lutte pour rester conscient. Son corps tremblant ne répond plus comme il le devrait, et une somnolence traîtresse commence à le dominer. Il sait ce que cela signifie, le début de l'hypothermie, le corps qui abandonne lentement. Et puis, un son déchire la nuit, un hurlement long, pénétrant, suivi d'un autre et encore un autre. Pour beaucoup, ce serait un présage de mort, des loups sauvages s'approchant. D'une proie facile. Pour Gérard, cependant, c'est un son familier, presque réconfortant, bien qu'il n'ait jamais été aussi vulnérable face à ses prédateurs. Des yeux ambrés brillent dans l'obscurité, d'abord une paire, puis 3, 7. Une meute entière émerge des ombres, se déplaçant silencieusement dans la neige. Ce sont des loups gris majestueux dans leur force sauvage. Le chef, un mâle au pelage argenté marqué des cicatrices d'anciennes batailles, s'approche prudemment. Gérard ferme les yeux, acceptant ce qui semble inévitable. Mais l'attaque ne vient pas. Au lieu de cela, il sent quelque chose de chaud et de rêche contre sa joue. Le museau du loup qu'il examine, non pour blesser, mais avec une curiosité presque douce. Un par un, les loups s'approchent, et quelque chose d'extraordinaire se produit. Ils forment un cercle autour du vieil homme tombé, leur corps poilu bloquant le vent coupant. C'est comme s'ils fournissaient de la chaleur, une protection. Le loup alpha reste près de la tête de Gérard, vigilant, ses yeux fixés sur l'obscurité environnante. Dans le confort lointain de son chalet, Antoine prend enfin une décision. Il ne peut pas laisser un homme mourir à cause d'une dispute. Enfilant son manteau le plus chaud et attrapant une puissante lampe de poche, il sort dans la tempête, déterminé à trouver Gérard et à le ramener. Le vent lui fouette le visage, alors qu'il avance péniblement dans la neige profonde, appelant le nom du vieil homme. Il n'y a pas de réponse autre que le hurlement incessant du vent. S'enfonçant plus profondément dans l'obscurité, Antoine commence à douter de sa raison. Comment trouver un homme au milieu de cette immensité blanche, quand sa lampe de poche capture une scène impossible? Là, à moins de 50 mètres, un cercle de loups sauvages entoure quelque chose, ou quelqu'un. Le cœur d'Antoine s'emballe, pensant qu'il est témoin des derniers moments de Gérard, dévoré. Il s'avance, criant et agitant la lampe, essayant d'effrayer les animaux. Les loups se tournent pour lui faire face, leurs yeux réfléchissant la lumière comme de petits soleils nocturnes. Ils ne fuient pas, n'attaquent pas. Ils observent simplement, créant une barrière protectrice entre Antoine et le vieil homme tombé. « Mon Dieu !» murmure Antoine, figé non par le froid, mais par l'incompréhension de ce qu'il voit. « Gérard, vous êtes vivant ?» Un faible mouvement dans la neige. Gérard lève légèrement la tête, ses lèvres bleuies par le froid. « Il me protège », murmure-t-il d'une voix rauque. Les loups, comme s'ils comprenaient qu'Antoine était venu aider, commencent à s'éloigner lentement. L'alpha est le dernier à bouger, ses yeux fixés dans ceux d'Antoine pendant un instant qui semble traverser toutes les barrières entre l'homme et l'animal, avant de disparaître dans les ombres de la forêt avec le reste de la meute. Les mains tremblantes, Antoine aide Gérard à se lever, le portant pratiquement jusqu'au chalet. À l'intérieur, près de la cheminée, il enveloppe le vieil homme dans des couvertures, lui sert du thé chaud et appelle les secours médicaux via son téléphone satellite. La tempête rend impossible une évacuation immédiate, mais la voix du médecin à l'autre bout du fil le guide sur la façon de traiter les premiers stades de l'hypothermie. « Pourquoi ne m'ont-ils pas attaqué ?» demande Antoine, plus pour lui-même que pour Gérard, tout en observant la couleur revenir lentement sur le visage du vieil homme. Gérard sourit faiblement. « Ils m'ont reconnu. »« Comment ça, reconnu ?» J'ai passé 40 ans à étudier cette meute spécifique. 3 générations de loups. Je connais chacun d'eux, leurs habitudes, leur territoire. Antoine regarde par la fenêtre vers l'obscurité où les loups ont disparu. Vous êtes biologiste? Professeur émérite en éthologie à l'université Grenoble-Alpes, spécialisé dans le comportement social des loups gris. Il y a une lueur dans les yeux de Gérard maintenant, non plus de peur mais de fierté. Retraité depuis 5 ans, mais je n'ai jamais abandonné mon travail de terrain. Antoine a l'impression que le sol se dérobe sous ses pieds.
Et moi, je vous ai simplement jeté dans la neige. Vous ne saviez pas qui j'étais. Cela ne rend pas la chose moins impardonnable. Un silence s'installe entre eux, seulement, rempli par le crépitement de la cheminée et le hurlement lointain du vent. C'est Gérard qui le brise, finalement. Savez-vous ce qui est le plus fascinant chez les loups? Ils n'abandonnent jamais un membre de la meute, jamais. Peu importe sa faiblesse, sa maladie, son âge, la meute reste unie. Il fixe Antoine d'un regard qui semble percer son âme. Ce qui s'est passé cette nuit n'était pas normal, même pour des loups qui me connaissent. Ils auraient dû garder leur distance avec les humains. Au lieu de ça, ils m'ont protégé du froid. C'est comme s'ils savaient quoi? Que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Quelque chose qui va au-delà de moi, de vous, ou d'eux. Les mots flottent dans l'air comme une prophétie. Antoine sent un frisson qui n'a rien à voir avec le froid extérieur. Quand le matin arrive, la tempête s'est suffisamment calmée pour que les secouristes puissent atteindre le chalet. Gérard est transporté au petit hôpital du village de Val d'Argent, tandis qu'Antoine reste en arrière, contemplant le paysage maintenant scintillant sous le soleil d'hiver, essayant de comprendre les événements de la nuit précédente. Ce qu'il ne sait pas, c'est que pendant le sauvetage, un garde forestier a filmé le comportement inhabituel des loups. En quelques heures, les images se répandent dans la communauté locale et attirent rapidement l'attention sur les réseaux sociaux. Les loups protecteurs, le miracle des Alpes, devient viral, attirant journalistes, curieux et chercheurs dans le petit village. 3 jours plus tard, Antoine rend visite à Gérard à l'hôpital. Le vieil homme se remet bien malgré son âge et l'exposition sévère au froid. Quand Antoine entre dans la chambre, portant un bouquet maladroit de fleurs sauvages locales, il est accueilli non pas avec rancune, mais avec un sourire bienveillant. « Monsieur Dubois, commence Antoine, mais les mots semblent inadéquats face à l'ampleur de son erreur. « Gérard, s'il vous plaît, et ne vous tourmentez plus, je suis vivant grâce à vous. »« Grâce au loup, corrige Antoine. C'est à cause de moi que vous avez failli mourir de froid. » Gérard désigne la chaise à côté du lit. Quand Antoine s'assoit, il remarque les livres et articles scientifiques éparpillés dans la chambre, tous sur le comportement des loups, tous signés par le docteur Gérard Dubois. « Ce qui s'est passé cette nuit-là était extraordinaire, » dit Gérard, son ton maintenant plus professoral qu'accusateur. « En 50 ans d'études du comportement animal, je n'ai jamais rien vu de tel. Les loups ne m'ont pas seulement reconnu, ils ont improvisé une solution à une situation d'urgence. » Antoine fronce les sourcils. « Comment ça? La formation, en cercle autour d'une proie, est une tactique de chasse, pas de protection. Ils ont adapté un comportement de prédation pour me garder au chaud. C'est une démonstration de, je ne sais même pas comment appeler ça, empathie, intelligence, émotionnelle. Est-ce possible? Théoriquement, non, pratiquement? Eh bien, vous l'avez vu de vos propres yeux. » Gérard fait une pause étudiant le visage de l'entrepreneur. « Antoine, pourquoi êtes-vous venu me chercher cette nuit-là » La question prend Antoine au dépourvu. « Je ne pouvais pas vous laisser mourir. Même si cela signifiait abandonner le confort et la sécurité, vous risquez dans une tempête de neige. Bien sûr, n'importe qui aurait fait la même chose. » Gérard sourit comme si Antoine venait involontairement de prouver un point important. Tout le monde ne l'aurait pas fait, et cela me porte à croire que, tout comme les loups, vous pouvez vous surprendre vous-même. Antoine détourne le regard, mal à l'aise avec la tournure de la conversation. « Je connais vos plans pour la station, » continue Gérard. « Je sais que vous avez acheté pratiquement toute la zone au nord de Val d'Argent. Je sais aussi que les études d'impact environnemental ont été superficielles, au mieux. Vous suggérez quelque chose d'illégal. La défensive revient dans la voix d'Antoine. Je suggère qu'un deuxième regard, plus attentif, pourrait révéler des choses que vous n'avez pas considérées, comme le fait que cette meute spécifique représente la dernière lignée génétiquement distincte de loups gris dans toute la région des Alpes. » Antoine soupire. « Avec tout le respect que je vous dois, docteur Dubois, la préservation des espèces est importante, mais le développement économique l'est aussi. Val d'Argent se meurt économiquement. Ma station apportera des emplois, du tourisme,
une nouvelle vie. Et s'il y avait un moyen d'avoir les deux? Demande Gérard en se penchant en avant. Et si cette expérience extraordinaire que nous avons vécue pouvait nous montrer un chemin différent? Un chemin où les loups et les gens prospèrent? Quelque chose dans la voix du vieil homme, un mélange de défi et d'espoir, touche Antoine de manière inattendue. Que proposez-vous exactement? Une seconde chance pour vous, pour les loups, pour Val d'Argent. Gérard tend sa main ridée. Venez avec moi quand je sortirai de l'hôpital. Laissez-moi vous montrer ce que vous avez vraiment acheté avant de décider comment le transformer. Contre toute logique, commerciale contre l'avis de ses avocats et associés, Antoine accepte l'invitation. Une semaine plus tard, alors que la première neige du printemps commence à fondre sur les pentes les plus basses, il se retrouve à suivre Gérard sur des sentiers sinueux à travers la forêt de pins. Le vieil homme, étonnamment bien remis, se déplace avec l'aisance de quelqu'un qui connaît chaque pierre, chaque arbre du chemin. Il parle en marchant, partageant des décennies de connaissances sur l'écosystème local, l'histoire des anciennes traditions montagnardes qui considèrent les loups comme des guides spirituels, et le réseau complexe de vie qui dépend de la présence des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire. Antoine écoute d'abord par politesse, puis avec un intérêt croissant et sincère. Il a toujours vu la nature comme un décor, une toile de fond pour les activités humaines, jamais comme un organisme vivant et interdépendant dont nous faisons partie. À midi, ils arrivent à un point d'observation naturel, un affleurement rocheux offrant une vue panoramique sur la vallée. Au loin, Antoine peut voir sa propriété et les marquages préliminaires pour ce qui devait être la phase initiale de la station. Là, dit Gérard, pointant vers une zone boisée près d'un petit ruisseau. C'est la tanière principale de la meute. Comme évoqué par les mots du biologiste, 3 loups émergent de la végétation. Ce sont les mêmes qu'avant. Antoine reconnaît l'alpha à son pelage argenté et à ses cicatrices. Les animaux s'arrêtent, observant les 2 hommes en haut de la colline, sans peur, sans agressivité, juste attentifs. « Ils nous voient », murmure Antoine, fasciné. « Ils nous voient toujours », répond Gérard. La question est, sommes-nous prêts à vraiment les voir? Les jours suivants se transforment en semaines et les semaines en mois. Le printemps fleurit dans les Alpes, apportant de nouvelles couleurs au paysage autrefois dominé par le blanc et le gris. Antoine, qui avait initialement prévu une brève visite à Val d'Argent pour superviser le début des travaux, se retrouve à prolonger son séjour. Chaque matin, il accompagne Gérard dans ses randonnées d'observation. Équipé de jumelles et d'un carnet qui commence à se remplir de notes, Antoine apprend à reconnaître chaque membre de la meute, à comprendre leurs rôles sociaux, leurs personnalités distinctes. L'alpha que Gérard appelle cendré pour son pelage argenté se distingue non par son agressivité, mais par son intelligence stratégique et son leadership calme. C'est une erreur courante de penser que les meutes sont dirigées par la force brute, explique Gérard lors d'une de leurs observations. En réalité, ce sont des familles structurées où la coopération est plus valorisée que la domination. Antoine réfléchit à ses propres tactiques de leadership en entreprise, basées sur une concurrence acharnée et des hiérarchies rigides. Pas si différent des entreprises humaines, alors. Gérard sourit. Plus différent que vous ne l'imaginez. Les loups n'abandonnent jamais un membre malade ou blessé pour augmenter le bénéfice trimestriel. La pique est douce mais juste. Antoine encaisse la critique en silence. Par un après-midi particulièrement chaud de fin mai, alors qu'ils suivent un nouveau louveteau lors de ses premières explorations, ils découvrent quelque chose d'alarmant. Une jeune louve, membre de la meute que Gérard identifie comme Aurora, est étendue près d'un ravin, respirant difficilement. Son pelage est taché de sang au niveau de l'abdomen. « Piège illégal », murmure Gérard, examinant soigneusement la blessure. Elle a réussi à se libérer, mais les dégâts sont graves. La louve grogne faiblement lorsque les hommes s'approchent, un son plus de peur que de menace. « Elle a besoin de soins vétérinaires », dit Gérard. « Mais nous ne pouvons pas simplement la prendre et la transporter en bas de la montagne. » Antoine, se surprenant lui-même, retire déjà son manteau. « On peut faire un brancard improvisé. J'amène ma voiture au point le plus proche du sentier. » Gérard le regarde avec un mélange de surprise et d'approbation. « Ça pourrait marcher, mais il faut faire vite. Elle perd du sang. »
Travaillant ensemble, les deux hommes improvisent un brancard avec des manteaux et des branches solides. La louve, trop affaiblie pour résister, se laisse déplacer, ses yeux ambrés fixés sur ceux d'Antoine avec une expression qu'il jurerait être de reconnaissance. Pendant la descente sur le sentier escarpé, portant le poids considérable de l'animal sauvage, Antoine réalise quelque chose qui changera à jamais sa perspective. Ce n'est pas seulement une louve, une ressource naturelle à gérer ou un obstacle à éliminer. C'est Aurora, un être vivant avec sa propre personnalité, avec sa place et son but sur cette terre. Ils parviennent à atteindre la voiture d'Antoine, un SUV de luxe qu'il n'aurait jamais imaginé utiliser pour transporter un prédateur sauvage blessé. Dans la petite clinique vétérinaire de Val d'Argent, le docteur Isabelle Moreau, une jeune spécialiste de la faune sauvage, prend en charge la louve avec une efficacité professionnelle, ignorant complètement le fait qu'un des hommes les plus riches du pays se trouve dans sa salle d'examen. Les vêtements souillés de sang et de terre. La blessure est grave mais pas mortelle, diagnostique-t-elle après un examen minutieux. Ce qui m'inquiète le plus. Elle effectue une échographie rapide et confirme ses soupçons. Elle est pleine, au moins 4 petits, presque à terme. Antoine ressent une vague de nausées. S'il avait commencé la construction de la station comme prévu, cette zone serait déjà en cours de déforestation, les loups dispersés ou, pire. Peut-on la sauver? Et les petits? Demande-t-il, surpris par l'urgence dans sa propre voix. Le docteur Moreau hoche la tête. Avec une chirurgie, des soins intensifs et beaucoup de chance. Mais ensuite vient le plus grand défi. Elle aura besoin d'un endroit sûr pour sa convalescence où elle pourra aussi mettre bas. Nous ne pouvons pas simplement la relâcher dans la nature dans cet état, mais la garder en captivité trop longtemps risquerait sa réintégration dans la meute. Ma propriété, dit Antoine sans hésitation. J'ai une grange inutilisée qui peut être adaptée. Elle est assez proche de la forêt pour que la meute puisse lui rendre visite, mais suffisamment protégée pour une surveillance médicale. Gérard et la vétérinaire échangent des regards surpris. Ça pourrait fonctionner, admet le docteur Moreau. Mais cela exigerait un engagement important en temps et en ressources. J'ai les deux en abondance, répond Antoine. Ce qu'il ne mentionne pas, c'est que ses investisseurs s'impatientent face au retard du projet de station. Son téléphone ne cesse de recevoir des messages exigeant des mises à jour, des délais, des résultats. Transformer une partie de sa propriété en centre de convalescence pour une louve pleine n'était certainement pas dans le plan d'affaires qu'il avait présenté à ses actionnaires. Le lendemain matin, après une opération réussie, Aurora est transportée dans un espace soigneusement préparé dans la grange d'Antoine. Sous la direction du docteur Moreau et avec l'expertise de Gérard, l'endroit a été adapté pour simuler au maximum un environnement naturel tout en permettant une observation constante. Les jours suivants, Antoine se retrouve complètement absorbé par ce nouveau projet. Il passe des heures à observer la louve, apprenant ses habitudes, gagnant lentement sa confiance. À plusieurs reprises, des membres de la meute apparaissent, au loin, comme s'ils surveillaient leur compagne à travers la clôture. Cendré, l'alpha, s'approche souvent plus que les autres, ses yeux scrutant les humains avec une intelligence troublante. Il comprend ce que nous faisons, commande Gérard un après-midi, alors qu'ils observent le loup alpha assis patiemment à une 50aine de mètres. Comment pouvez-vous en être sûr? Les loups sont extrêmement perceptifs. Ils lisent les intentions, les émotions. Cendré pourrait facilement mener une attaque pour récupérer Aurora, s'il nous voyait comme des menaces. Au lieu de cela, il attend, observe. Fais confiance. Le mot « confiance » résonne dans l'esprit d'Antoine. Quand quelqu'un lui avait-il vraiment fait confiance pour la dernière fois, non pas pour son argent ou son pouvoir, mais pour son caractère? Quand avait-il mérité une telle confiance pour la dernière fois? Un appel téléphonique interrompt sa réflexion. C'est Sophie Durand, la principale investisseuse dans le projet de la station. « Antoine, nous devons parler. » Sa voix est contrôlée, mais avec une tension sous-jacente. « Nous recevons des rapports très étranges. Quelque chose à propos de vous transformant le futur site de la station en un sanctuaire pour loups? Ce n'est pas tout à fait ça, Sophie. C'est une situation temporaire. Une louve blessée, sur le point de mettre bas. Antoine,
l'interrompt-elle. Vous avez acheté cette propriété pour construire une station de luxe qui promettait un retour sur investissement de 30% en 5 ans. Maintenant, vous jouez au sauveur d'animaux pendant que notre investissement est à l'arrêt? Je ne joue à rien, répond Antoine, une pointe de son ancienne arrogance revenant dans sa voix. Je découvre la vraie valeur de cette propriété. Et peut-être qu'une station conventionnelle n'est pas la meilleure façon de la réaliser. Le silence à l'autre bout du fil est glacial. Vous avez 2 semaines, dit finalement Sophie. Soit nous revenons au plan initial, soit nous retirons notre financement et nous vous poursuivons pour rupture de contrat. La menace plane dans l'air même après la fin de l'appel. Antoine regarde Aurora qui repose sur le foin frais, son abdomen déjà visiblement dilaté par les petits qui arriveront bientôt. Puis Cendrée, toujours vigilante au loin. 2 semaines. C'est assez de temps pour qu'Aurora mette bas et commence sa convalescence. Mais après, revenir au plan initial signifierait détruire l'habitat non seulement de cette meute, mais de tout l'écosystème interconnecté que Gérard lui a montré. Cette nuit-là, alors que la pleine lune illumine les montagnes, Antoine reçoit une invitation inattendue. Odette Martel, une ancienne respectée de la communauté locale de Val d'Argent, demande sa présence à une cérémonie traditionnelle. « Je ne comprends pas pourquoi il m'inviterait », dit Antoine à Gérard lorsque celui-ci lui remet l'invitation. « Je suis l'homme qui veut construire une station sur des terres qu'il considère sacrées. » « Était, corrige doucement Gérard. « Et c'est peut-être précisément pour cela qu'ils veulent que vous participiez. Certaines anciennes croyances ici disent que les loups choisissent certaines personnes pour une transformation spirituelle. Ce qui s'est passé cette nuit de tempête, beaucoup l'ont interprété comme un signe. » Antoine rit, mal à l'aise. « Un signe de quoi? Que je suis un idiot qui a failli tuer un vieil homme respecté et qui est maintenant sur le point de perdre des millions en investissement? Un signe que vous êtes au seuil d'un choix important. Un choix qui affectera non seulement vous, mais tous ceux qui vous entourent. » Gérard pose une main sur l'épaule d'Antoine. « Allez-y simplement l'esprit ouvert. Écoutez, parfois la sagesse dont nous avons besoin vient des sources les plus inattendues. » À contre-cœur, Antoine accepte l'invitation. La cérémonie a lieu dans un cercle de pierres anciennes, sur un plateau surplombant la vallée. À son arrivée, Antoine est accueilli non pas avec hostilité, comme il s'y attendait, mais avec un respect silencieux. Odette Martel, une femme de petite taille mais à la présence imposante, aux cheveux blancs tressés et aux yeux qui semblent traverser les siècles, le conduit à une place dans le cercle. « Le chemin du loup n'est pas pour tout le monde, » dit-elle alors qu'un feu cérémoniel est allumé au centre, seulement pour ceux qui sont perdus et prêts à être retrouvés. Le rituel qui suit est ancien et profondément symbolique. Antoine observe, d'abord avec malaise, puis avec une fascination croissante, tandis que des histoires sont racontées à travers des chants, des danses et des offrandes au feu. La langue locale ancienne, mélodieuse et riche, berce la nuit tandis que l'histoire du peuple et sa connexion avec les loups est racontée à nouveau. Quand finalement Odette s'adresse directement à lui, le feu est bas, presque en braise, et la lune haute dans le ciel. « Homme des villes de béton, dit-elle, vous êtes venu ici croyant posséder cette terre, mais la vérité que les loups veulent que vous appreniez est que personne ne possède la terre. Nous lui appartenons. » Elle étend les mains au-dessus des braises, et pendant un instant, dans la danse des ombres et de la lumière, Antoine pourrait jurer voir la silhouette d'un loup à la place de l'ancienne. Les loups vous ont choisi comme messager. La question est, quel message rapporterez-vous à votre monde? La cérémonie se termine peu avant l'aube, mais les paroles d'Odette restent avec Antoine alors qu'il retourne à sa propriété. Une étrange clarté semble s'être installée dans son esprit, comme si les couches d'ambition, de cupidité et d'aveuglement personnel avaient été brûlées dans le feu rituel, ne laissant que l'essence de qui il est vraiment et de qui il pourrait devenir. En arrivant à la grange, il trouve une scène inattendue. Aurora est entrée en travail. Le docteur Moreau est déjà là, surveillant attentivement, mais maintenant une intervention minimale. Tout progresse normalement, l'informe-t-elle quand Antoine entre. Les louves sont des mères résilientes. Pendant des heures, Antoine observe le miracle de la vie se dérouler. Un par un, 4 louveteaux naissent, de petites créatures aveugles et sans défense
qui cherchent immédiatement la chaleur et la nourriture de leur mère. Aurora, malgré sa récente opération, fait preuve d'une force extraordinaire et d'un instinct maternel inébranlable. Dehors, la meute répond à la naissance par des hurlements qui résonnent dans les montagnes. Une célébration, un accueil. Parmi eux, le hurlement distinctif de Cendré se détache, puissant et clair. C'est le son de l'avenir de cette terre, dit Gérard, arrivé pendant la naissance du dernier louveteau. La prochaine génération qui maintiendra l'équilibre de cet écosystème. Antoine regarde les nouveau-nés, si vulnérables et en même temps si pleins de potentiel, et sent quelque chose changer définitivement en lui. Ce n'est pas une décision calculée basée sur des feuilles de calcul et des projections de bénéfices. C'est quelque chose de plus profond, de plus vrai. « Je ne construirai pas la station », annonce-t-il. « Pas de cette façon, pas à cet endroit. » Gérard l'observe attentivement. « Vos investisseurs, ils peuvent me poursuivre s'ils le veulent. J'ai assez d'argent pour me battre devant les tribunaux pendant des décennies. » Antoine sourit, un sourire sincère qui apparaît rarement sur son visage. « Mais je ne pense pas que ça ira jusque-là. J'ai une meilleure idée. » Les semaines suivantes, tandis que les louveteaux d'Aurora grandissent et qu'elle se remet progressivement, Antoine travaille sans relâche sur un nouveau plan. Il réunit des experts en écotourisme durable, des biologistes, de la conservation, des leaders de la communauté locale et des entrepreneurs de Val d'Argent. Ensemble, ils développent un concept révolutionnaire. Non pas une station conventionnelle, mais un centre de recherche et de conservation de la faune combiné à des expériences touristiques exclusives et éducatives. Imaginez, explique-t-il, à Sophie Durand lors d'une présentation cruciale, des visiteurs payant un supplément non pas pour détruire cet écosystème, mais pour l'expérimenter de manière authentique et durable. Observation de loups, guidée par des experts. Hébergement, de luxe à impact environnemental minimal. Expériences culturelles authentiques menées par les habitants. Une destination unique non seulement pour son confort, mais pour son objectif. Sophie, initialement sceptique, commence à voir le potentiel du nouveau concept. Le marché du tourisme responsable est en pleine explosion, admet-elle, et l'histoire des loups protecteurs a déjà créé un intérêt international pour la région. Mais le retour sur investissement sera plus faible à court terme, mais plus important et plus durable sur le long terme, complète Antoine. Et mieux encore, nous serons du bon côté de l'histoire en menant une nouvelle forme de développement qui respecte et valorise le monde naturel au lieu de l'exploiter jusqu'à épuisement. Il n'est pas facile de convaincre tous les investisseurs. Certains se retirent, incapables de voir au-delà des profits immédiats, mais d'autres, influencés par la tendance croissante des investissements ESG, environnementaux, sociaux et de COI, gouvernance, restent à bord. À l'automne, lorsque les feuilles des trembles frémissent dans des tons dorés sous le vent frais des montagnes, Antoine reçoit une offre surprenante. Bernard Leroy, PDG de Leroy Industries, une entreprise rivale connue pour ses pratiques environnementales prédatrices, propose d'acheter tout le projet pour une somme astronomique, bien plus que la valeur projetée pour la station initiale. « Vous êtes un homme d'affaires », dit Leroy lors d'un déjeuner à Val d'Argent. « Vous savez que cette terre vaut plus pour un développement conventionnel. Toute cette histoire de loups, de conservation, c'est charmant pour les relations publiques, mais ce n'est pas comme ça qu'on maximise la valeur. » Antoine étudie, l'homme en face de lui, élégant, articulé, impeccablement vêtu. Une version de lui-même quelques mois auparavant. « Vous avez raison sur une chose, » répond-il calmement. « Je suis un homme d'affaires, et en tant que tel, j'ai appris à reconnaître la valeur là où d'autres ne voient que des ressources à exploiter. » Il repousse le contrat proposé sur la table. Ma réponse est non. Le rejet de l'offre millionnaire provoque une onde de choc dans le monde des affaires. D'anciens collègues remettent publiquement en question la santé mentale d'Antoine. Et membres de sa famille inquiets suggèrent une intervention psychologique. Même certains de ses investisseurs restants menacent de poursuites pour manquement à la responsabilité fiduciaire. Au milieu de la tempête médiatique et financière, Antoine trouve un soutien inattendu. Des scientifiques renommés, des militants, écologistes,
des célébrités engagées dans des causes environnementales, et plus important encore, la communauté locale de Val d'Argent se manifeste en faveur du nouveau projet. Une campagne sur les réseaux sociaux, No avec les loups, devient virale, attirant l'attention internationale sur le petit village alpin. « Vous avez créé quelque chose de plus grand que nous tous », dit Gérard à Antoine un après-midi d'octobre, alors qu'ils observent Aurora et ses louveteaux, maintenant plus grands et plus actifs. La louve est presque complètement rétablie, prête à retourner définitivement à la vie sauvage. Une nouvelle façon de penser le développement et la conservation. Tout a commencé par un acte de cruauté, répond Antoine. La honte encore, évidente dans sa voix lorsqu'il se souvient de cette nuit de tempête. J'ai jeté un vieil homme dans la neige pour qu'il meure. Et puis, vous avez risqué votre propre vie pour le sauver. Complète Gérard. Ce ne sont pas nos erreurs qui nous définissent, mais la façon dont nous choisissons de les réparer. Ce jour-là, avec l'aide du docteur Moreau, il retire l'enclos temporaire qui protégeait Aurora pendant sa convalescence. La louve hésite à l'entrée ouverte, regardant en arrière vers les humains qui l'ont aidée. Ces petits, maintenant actifs et curieux, explorent timidement la lisière de la forêt. Un hurlement familier résonne dans la clairière. Cendré émerge des ombres, majestueux et prudent. Aurora répond, un son de reconnaissance et de joie. Avec un dernier regard vers Antoine, un regard dont il jurerait qu'il contenait de la gratitude, elle guide ses petits vers son compagnon, vers la liberté. « Au revoir, Aurora », murmure Antoine, surpris par l'émotion dans sa propre voix. « Prends bien soin d'eux. » Alors que la famille lupine disparaît dans la forêt, quelque chose d'extraordinaire se produit. La meute ne s'éloigne pas complètement de la propriété d'Antoine. Au contraire, dans les semaines suivantes, elle établit un nouveau territoire qui inclut une partie de la zone, comme si elle reconnaissait l'endroit comme sûr. Les chercheurs qui arrivent pour étudier et documenter le phénomène confirment quelque chose de sans précédent. Cette meute développe un modèle unique de coexistence proche des humains, sans perdre ses instincts sauvages. C'est une adaptation comportementale qui pourrait révolutionner les stratégies de conservation pour les espèces menacées. En hiver, exactement 1 an après l'incident qui a tout changé, une tempête de neige encore plus sévère frappe la région. Antoine est sur la propriété, maintenant transformée en un chantier bien différent de ce qu'il avait initialement prévu. Au lieu d'un complexe hôtelier massif, des structures plus petites, organiques et intégrées au paysage, sont érigées avec des technologies durables. La tempête s'intensifie au-delà des prévisions, se transformant en l'une des pires jamais enregistrées dans l'histoire régionale. En quelques heures, des avalanches bloquent les routes principales, isolant complètement Val d'Argent. Les lignes électriques tombent, les communications sont interrompues. La petite communauté est effectivement coupée du monde extérieur. La situation devient critique lorsque la nouvelle arrive. L'hôpital local n'a plus de générateur de secours et a des patients dans un état grave, y compris un enfant attendant des médicaments qui doivent être conservés au froid. Sans électricité, sans chauffage adéquat, des vies sont en danger immédiat. La ville se tourne vers Antoine, non plus comme l'investisseur étranger, mais comme quelqu'un qui est devenu partie intégrante de la communauté. Avec ses ressources et ses contacts, il pourrait être le seul espoir. Le passage par le Colest est complètement bloqué, informe le gendarme Dubois, le chef de la gendarmerie locale, lors d'une réunion d'urgence à la mairie. Les hélicoptères ne peuvent pas voler dans ces conditions. Nous sommes isolés pour au moins 72 heures, selon les prévisions. 72 heures, c'est trop long, répond le docteur Leclerc, directrice de l'hôpital. Nous avons des patients qui ne survivront pas aussi longtemps sans les fournitures appropriées. Antoine étudie les cartes étalées sur la table, cherchant une solution. C'est alors que Gérard, qui était resté silencieux, indique un chemin sinueux à travers les montagnes. La trace des loups, dit-il. Elle n'est pas cartographiée. Officiellement, mais les anciens l'utilisent depuis des générations. Elle est étroite, difficile, mais passe par des vallées protégées du vent. Une motoneige pourrait la traverser. C'est très dangereux, avertit Odette Martel, également présente à la réunion. Seuls ceux qui connaissent les signes savent s'y orienter en toute sécurité. Quels signes ? Demande Antoine. Odette et Gérard échangent des regards significatifs. Les marques de territoire des loups, explique Gérard.
Le sentier suit d'anciens chemins de migration lupine. Si vous savez quoi chercher, arbres, marqués, formation rocheuse spécifique, vous pouvez trouver le chemin, même pendant les tempêtes. Antoine prend une décision instantanée. « Je vais le faire. »« Vous ne connaissez pas le sentier, » proteste le gendarme. « C'est du suicide. » Gérard m'enseignera, et j'ai de l'équipement de pointe sur la propriété. Motoneige, GPS, radio de secours. Le GPS n'aidera pas sur la trace des loups, dit gravement Odette. Il faut sentir le chemin, pas seulement le voir. Alors vous venez avec moi, Gérard, décide Antoine. Si vous me guidez jusqu'à l'autre côté du col, je peux atteindre la ville voisine en quelques heures et revenir avec les fournitures. Le plan est téméraire, mais il n'y a pas d'alternative. Tandis que la tempête hurle dehors, rappelant à tous la nuit qui a tout déclenché il y a exactement 1 an, Antoine et Gérard se préparent pour le dangereux voyage. Équipés du meilleur que la technologie et la connaissance traditionnelle peuvent offrir, ils partent à l'aube. La température est de 25 degrés sous zéro et la visibilité est presque nulle. Les puissantes motoneiges, avançant lentement à travers la neige profonde, suivant un chemin que seul Gérard parvient à discerner. 2 heures sur le sentier, alors qu'ils commencent à prendre de l'altitude, la tempête s'aggrave. Des rafales de vent menacent de déséquilibrer les véhicules. La neige est si dense qu'elle ressemble à un mur blanc devant eux. « Il faut s'arrêter !» crie Antoine via le système de communication de leur casque. « Je ne vois plus rien. »« Si on s'arrête ici, on va geler », répond Gérard, sa voix entrecoupée par les parasites. « Il faut atteindre l'abri des pins !» Il continue, chaque mètre une bataille contre les éléments. Antoine suit Gérard aveuglément, faisant confiance à l'expérience du vieil homme, alors que tout son instinct lui crie de reculer. Et puis, ça arrive. Un grondement assourdissant déchire le hurlement du vent. Gérard crie un avertissement. « Avalanche !» Mais il est trop tard. Un mur de neige et de glace dévale la pente à leur droite, les frappant avec une force dévastatrice. Antoine est projeté de sa motoneige, roulant dans la neige, perdant brièvement connaissance sous l'impact. Quand il revient à lui, il est partiellement enseveli. Avec effort, il parvient à se libérer, appelant désespérément Gérard. Pas de réponse autre que le vent. En panique, Antoine fouille les débris. Il trouve les 2 motoneiges détruites, l'équipement éparpillé, mais aucun signe de Gérard. Sa radio est endommagée, inutile. Il est seul, sans transport, au milieu d'une tempête mortelle, sans idée de comment retrouver son chemin. La situation semble désespérée quand un son déchire la tempête. Un hurlement long, distinctif, puis un autre, plus proche. Du blanc oppressant du blizzard, une forme grise émerge. Cendré, le loup alpha, se matérialise comme un fantôme, ses yeux ambrés fixés sur Antoine. Derrière lui, d'autres membres de la meute apparaissent, y compris Aurora et ses petits maintenant presque adultes. Cendré, murmure Antoine remettant en question sa propre santé mentale. Hallucine-t-il à cause du froid? Ou les loups l'ont-ils vraiment trouvé, tout comme ils ont trouvé Gérard 1 an auparavant? Le loup alpha s'approche, gardant une distance, respectueuse mais essayant clairement de communiquer quelque chose. Il avance de quelques mètres, s'arrête, regarde en arrière. Répète le mouvement. « Tu veux que je te suive ?» Comme pour répondre, Cendré avance à nouveau, suivant un chemin qu'Antoine n'aurait pas pu discerner seul. Avec peu d'options restantes, Antoine décide de faire confiance à l'animal. Rassemblant les fournitures qu'il peut transporter, il suit le loup dans la neige profonde. La meute se déplace autour de lui, créant un périmètre protecteur contre le vent, le guidant sur un chemin qui semble impossible à emprunter sans leur aide. Après ce qui semble être des heures, ils arrivent à une pente abritée où la neige est moins profonde. Là, partiellement couvert mais toujours conscient, se trouve Gérard, sa jambe visiblement cassée. « Tu m'as trouvé ?» dit le vieil homme d'une voix faible, mais avec un sourire aux lèvres. « Non !» répond Antoine, regardant Cendré, qui observe à distance. « Ils ont trouvé. » Utilisant ses connaissances en premier secours et les fournitures disponibles, Antoine stabilise la fracture de Gérard et improvise un abri temporaire. La tempête est trop forte pour continuer, mais Cendré semble avoir d'autres plans. Chut, Loup Alpha s'éloigne,
disparaissant brièvement dans la neige, pour revenir quelques minutes plus tard. Il hurle, un son urgent qui résonne dans les montagnes. Au loin, étonnamment, vient une réponse, non pas d'un autre loup, mais d'humains. Une équipe de secours locale, menée par des guides qui connaissent la trace des loups aussi bien que les animaux eux-mêmes, trouvent Antoine et Gérard grâce à l'appel de Sandré. Parmi eux se trouve Odette Martel, qui sourit en voyant les loups interagir avec les hommes. « Le chemin du loup », dit-elle, tandis qu'ils aident à transporter Gérard sur un traîneau d'urgence. « Maintenant, tu comprends ?» Antoine regarde Sandré, qui monte la garde à proximité pendant tout le sauvetage. « Je crois que je commence à comprendre. » Avec l'aide de l'équipe locale, ils parviennent à atteindre un poste avancé équipé d'une radio. De là, Antoine coordonne une opération d'urgence, mobilisant ses contacts pour envoyer des fournitures médicales par voie aérienne dès qu'il y aura une accalmie dans la tempête. En 24 heures, les médicaments essentiels arrivent à Val d'Argent, sauvant des vies qui auraient autrement été perdues. Pendant la convalescence de Gérard à l'hôpital, Antoine fait une découverte alarmante. En révisant les documents originaux du projet de la station, il trouve des preuves que son ancien assistant, Jacques Morin, avait délibérément falsifié des études environnementales, dissimulant l'importance cruciale de la région pour les espèces menacées. Il savait depuis le début, dit Antoine à Gérard, montrant les documents modifiés. Il savait que nous construisions sur un habitat critique pour l'une des dernières meutes génétiquement distinctes de la région. Il a supprimé les données pour que le projet soit approuvé plus rapidement. Pourquoi ? Bonus de performance. Et une promotion promise si la station était terminée dans les délais. Antoine secoue la tête, dégoûté non seulement par l'action de Jacques, mais par la culture d'entreprise qu'il avait lui-même créée, où de tels comportements étaient encouragés. Cette révélation offre non seulement une compréhension plus profonde du comportement extraordinaire des loups, faisant partie d'un écosystème vraiment unique, mais aussi une base légale pour protéger définitivement la zone. Au printemps suivant, lorsque la neige fond et que de nouvelles pousses vertes apparaissent sur les pentes des montagnes, le centre de conservation et de recherche de Val d'Argent est officiellement inauguré. L'architecture durable s'intègre au paysage naturel, avec des structures qui semblent émerger organiquement de l'environnement, plutôt que de le dominer. Scientifiques, étudiants, conservateurs et touristes responsables arrivent du monde entier, attirés non seulement par l'histoire extraordinaire des loups protecteurs, désormais internationalement célèbres grâce à un documentaire produit sur les événements, mais aussi par le modèle innovant de développement qu'Antoine a créé. Lors de la cérémonie d'inauguration, Gérard a une dernière révélation à partager. « Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit, Antoine », dit le vieil homme, maintenant totalement rétabli et occupant le poste de directeur scientifique du centre. Avant de devenir biologiste, il y a plus de 50 ans, j'étais un homme très différent. Comment ça ? J'étais PDG de la Forestière du Nord, l'une des plus grandes entreprises d'exploitation forestière du pays à l'époque. Gérard sourit en voyant la surprise sur le visage d'Antoine. Nous étions impitoyables. Nous avons abattu des forêts entières sans considération pour les habitats ou l'équilibre écologique. Jusqu'à quoi ? Jusqu'à ce que je me perde lors d'une inspection de terrain. C'était l'hiver, pas aussi sévère que le nôtre, mais suffisamment dangereux. J'ai passé 3 jours à errer dans les montagnes, certain que j'allais y mourir. Gérard regarde par les fenêtres, vers la forêt où la meute de Sandré prospère maintenant en sécurité. Le 2e jour, j'ai rencontré une meute de loups. Ou plutôt, ils m'ont trouvé. Antoine sent un frisson lui parcourir l'échine, reconnaissant les parallèles avec sa propre histoire. Ils ne m'ont pas attaqué, continue Gérard. Ils m'ont guidé jusqu'à un ruisseau non gelé où j'ai pu boire, puis jusqu'à une grotte abritée où j'ai passé la nuit. Le 3e jour, ils m'ont ramené vers la civilisation. Il fait une pause, les yeux embués par le souvenir. Je n'ai jamais raconté l'histoire complète à personne. Qui aurait cru ? Mais cette expérience a tout changé. J'ai vendu mes actions. Je suis retourné à l'université à 40 ans pour étudier la biologie. Et j'ai consacré le reste de ma vie à comprendre et protéger les loups. Pourquoi me racontez-vous ça maintenant ? Demande Antoine, bien qu'il soupçonne déjà la réponse. Parce que ce qui t'est arrivé à moi n'était pas une coïncidence ou un hasard. Cette nuit de tempête quand tu m'as poussé dans la neige.
C'était comme si le cycle devait s'accomplir, comme si les loups savaient. Antoine réfléchit aux paroles d'Odette Martel lors de la cérémonie 1 an auparavant, sur les âmes perdues, sur le chemin du loup. Vous dites que nous avons été choisis? Gérard sourit. Je dis que peut-être le monde naturel est plus sage, plus interconnecté que notre arrogance humaine nous le permet de reconnaître. Et peut-être, de temps en temps, il nous offre une chance de rédemption. Cet après-midi-là, après les événements officiels, Antoine marche seul jusqu'à la lisière de la propriété, là où commence la forêt préservée. À la frontière entre le monde humain et sauvage, il s'assoit en silence, attendant. Au crépuscule, comme répondant à une invitation non prononcée, Cendré émerge d'entre les arbres. Il n'y a pas de peur dans ses yeux ambrés, ni d'agressivité, juste une conscience profonde. Une reconnaissance mutuelle entre deux espèces qui ont trouvé un moyen de coexister. « Merci », murmure Antoine au loup, « de m'avoir montré le chemin. » Le loup alpha soutient son regard pendant un instant qui semble s'étendre au-delà du temps avant de retourner silencieusement à l'abri de la forêt, ni complètement domestiqué, ni totalement sauvage, mais existant dans un nouvel équilibre qui indique peut-être l'avenir de notre relation avec le monde naturel. Et Antoine Mercier, autrefois animé uniquement par les profits et le pouvoir, se retrouve transformé, non pas malgré ses erreurs, mais grâce à elles et à son courage pour les réparer. Dans le reflet des yeux du loup, il a finalement trouvé la réponse à la question qui a commencé son voyage. Ce qui rend un homme vraiment puissant, ce n'est pas le contrôle qu'il exerce sur les autres, mais la responsabilité qu'il assume pour ses actions et sa volonté de protéger les plus vulnérables, qu'ils soient humains, loups ou la planète elle-même que nous partageons tous.